commencer cette conférence quand tu veux. Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Bien. Bien, bonsoir tout le monde. Merci tout d'abord, M. Chiron, de faire vivre ces conférences du lundi qui sont une chance pour l'école toulousaine. Et merci d'avoir accepté ce sujet sur les luxations de genoux, qui, comme vous dites, est un sujet rare, mais important à connaître et pour lequel tout interne d'orthopédie sera confronté un jour. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Le plan est tout à fait classique, rien d'exceptionnel, introduction, épidémiologie, mécanisme lésionnel, classification, que faire en urgence, que faire en chronique, quelques mots thérapeutiques et la littérature. Prenez le temps de vous accaparer la conférence ensuite parce qu'il y a beaucoup de notions et de données. Donc, je vais passer le plus doucement possible, mais il va falloir quand même que vous y retourniez, je pense. D'abord, qu'est-ce que la définition de la luxation? La définition de la luxation, c'est une perte complète et définitive des contacts articulaires. On peut aussi trouver dans certains livres des équivalents de luxation quand on a un traumatisme du genou entraînant la rupture d'au moins 2 des 4 ligaments majeurs du genou. On comprend bien le transfert d'énergie à basse vélocité qui va d'abord casser le ligament interne, puis un des croisés, puis le deuxième, puis ensuite tous les ligaments du genou jusqu'à aboutir à la luxation. Ce concept de basse vélocité, haute vélocité permet de bien comprendre qu'une luxation de genou est un traumatisme à haute énergie, pour être à haute vélocité, qui va entraîner un traumatisme grave avec des lésions multiligamentaires. Mais pas que multiligamentaires. Ce sont des lésions rares, mais qui sont très souvent sous-estimées. On pense que 20 à 50% des luxations de genoux sont spontanément réduites, et on en voit des exemples encore le matin au staff, où on a des patients avec des lésions multiligamentaires, 3 ligaments sur 4, qui donc à un moment ou à un autre dans le traumatisme ont dû avoir une luxation de genou. On s'intéresse beaucoup aux problèmes ligamentaires, mais il faut ne pas oublier tout ce qui est autour, c'est-à-dire les lésions associées, et c'est ce qui en fait la gravité de ces traumatismes. On a des lésions artérielles dans 8 à 22% des cas, des lésions neurologiques nerfibulaires dans 5 à 20% des cas, des luxations ouvertes dans 5 à 17% des cas et des fractures luxations dans 17% des cas. Je vous mets d'ores et déjà un premier signe d'alarme, une luxation de genou. On va devoir rechercher en premier les lésions artérielles, comme on voit ici sur cette angiographie, où on voit qu'il n'y a plus de passage de liquide de contraste. Ça, c'est un point excessivement important, c'est carton rouge si vous n'y pensez pas. La seule chose que vous devez retenir, si vous devez en retenir qu'une, c'est luxation de genou égale bilan artériel. Quelques mots sur les mécanismes lésionnels. Ce sont des notions qui peuvent paraître difficiles à comprendre, mais qui sont relativement simples si on les prend de manière schématique. Il y a 4 entités à connaître. Le bâillement, la translation, les lésions combinées simples ou les lésions combinées complexes. Et en fait, il y a 2 types de mécanismes. Soit on a un bâillement, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir sur le côté, soit une translation qui est en général antéro-postérieure. Et c'est l'association de l'un et de l'autre à des stades plus ou moins importants qui va donner des combinés simples, des combinés complexes. Pour le bâillement, la lésion elle est uniplanaire. C'est souvent à faible énergie. Le pied est resté bloqué au sol, comme on peut s'imaginer ici, et le poids du corps va vers l'intérieur. Le traumatisme se situe à distance du genou. On a un mouvement de bâillement qui va ouvrir d'abord en interne, si c'est le plan interne, puis les croisés antérieurs, puis les croisés postérieurs, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à des lésions bicroisées, simples médiales ou simples latérales. C'est vrai en médial quand ça s'ouvre de ce côté, et c'est vrai en latéral quand ça s'ouvre de l'autre côté. Vous avez un plan fixe, et ça bâille par rapport à ce plan fixe qui est l'axe perpendiculaire à ce plan, ici, l'axe mécanique du tibia, par exemple. Ces bâillements vont donner des ruptures ligamentaires pures, comme on peut avoir un exemple ici, avec dans les radiographies dynamiques une absence de translation et une intérité à l'IRM du plan contralatéral. Ici, on a une lésion du plan interne, sans qu'il y ait de lésion au niveau du plan externe. On n'a pas tout le plan externe qui est exposé ici, mais on voit qu'il n'y a pas d'hypersignal dans la zone. Ça, c'est le bâillement, donc lésion uniplanaire, ça s'ouvre. La translation est elle aussi un phénomène uniplanaire, qui est en général aussi à faible énergie, avec un appui qui est plutôt au niveau du genou. C'est souvent un choc antéro-postérieur. On a un mouvement de translation tibia sous le fémur, selon un axe frontal ou sagittal. Vous voyez, c'est 2 plans parallèles qui glissent l'un sur l'autre. On a généralement des décollements capsulo-périostés et des plans collatéraux. Ils sont déchirés, étirés.
Rupture du pivot central, luxation tibiofibulaire. Elle peut être antérieure ou postérieure, bicroisée pure antérieure, bicroisée pure postérieure, comme la radio que je vous ai montré tout à l'heure. Quand elle est pure, la translation, il peut ne pas y avoir de rupture ligamentaire périphérique, pas de bâillement. C'est une rupture des croisés, c'est un décollement, une translation. Vous voyez ici, les deux croisés sont cassés. On a une translation qui est dans l'axe, avec le fémur et le tibia et la rotule qui sont partis en arrière, le fémur tibia et la rotule qui sont partis en avant et le fémur qui est parti en arrière. Qu'est-ce que c'est que des combinés simples ou des combinés complexes? Combinés simples, c'est des lésions uniplanaires, la combinaison de mouvements de bâillement et de mouvements de translation. On voit qu'il y a, ça va translater d'un côté et ça va s'ouvrir, ça va bâiller d'un côté, ça va s'ouvrir en translation. C'est généralement des mouvements haute énergie. Le mouvement de bâillement est insuffisant à l'épuisement d'énergie, donc il va s'associer à un mouvement de translation qui va créer un décollement en stéréopériostée dans la concavité. C'est le mécanisme de bâillement qui s'augmente et qui va entraîner forcément au moins une translation au moins qui va entraîner une lésion de ligaments croisés. Elle peut être donc médiale ou latérale. Quand elle est complexe, on va ajouter à tout ça des phénomènes rotatoires. Donc cette composante rotatoire va donner des lésions qui peuvent être multiples, voire de tous les ligaments du genou, associées aussi à des lésions de l'appareil extenseur. En plus de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une rotation du tibia plus un bâillement de la concavité initiale. Et donc, il va y avoir une lésion de l'ensemble des structures ligamentaires du genou. Donc, on a le bâillement, la translation, les combinés simples et les combinés complexes. Quelques mots de classification, et je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, parce que je pense que ça a assez peu d'utilité dans la prise en charge de ce type de lésion. Néré a proposé une classification au sein de l'ESCA en 1998 avec des lésions simples, des lésions pures, des lésions combinées. Je vous laisse le temps de vous familiariser, vous pourrez la relire. Ça reprend les éléments que je vous expliquais tout à l'heure et ça permet de classifier chaque lésion dans une des catégories, des types et sous-types proposés. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif de la vie de tous les jours, notamment de l'interne qui est de garde. Il faut bien comprendre que ces lésions, ces luxations du genou sont des urgences absolues. L'ordre de priorité, il est d'abord à sauver le membre avec une prise en charge qui peut être vasculaire. Il faut en tout cas se poser la question d'un problème vasculaire. On va avoir à faire un damage control, une stabilisation en aigu qui va être chirurgicale ou non. Et ensuite, à distance, on va devoir s'intéresser à la fonction avec les reconstructions ligamentaires. L'examen clinique, il est fondamental. C'est une urgence absolue. Il faut un examen vasculaire et il faut un examen nerveux très bien fait et que ce soit colligé dans le dossier du patient. Ne pas oublier, bien sûr, de rechercher aussi les syndromes de Loge. Vous voyez les différents types d'atteintes qu'on peut avoir. L'atteinte de l'artère poplitée en arrière, le nerf fibulaire au regard du col du péroné qui peut être déchiré. C'est ce qui est le plus fréquemment associé avec les luxations de genoux. L'interrogatoire va s'interroger sur les circonstances, le contexte, le délai, si le patient est jeune, antécédent. L'inspection, on va rechercher une déformation évidente comme dans cette photo que vous avez ici. La palpation, on va rechercher les problèmes vasculaires et nerveux. Je le répète et je le répéterai encore plusieurs fois dans le topo. Bien sûr, une ouverture cutanée devra être recherchée, elles sont assez évidentes. On peut arriver à quantifier la déformation avec le sens de l'axe de luxation. On va rechercher des plaies, l'incarcération, on va chercher les palpations, donc des vasculaires et nerveuses, afin d'avoir un état des complications immédiates à cette luxation de genou. Il y a différents tableaux cliniques possibles. Vous avez les cas avec un pouls qui est présent. Attention, ça peut être faussement rassurant, il peut y avoir un flap intimal, ça ne vous empêche pas, ça n'empêchera pas de faire un bilan vasculaire. Le pouls est absent. C'est un tableau d'ischémie aiguë et là, ça va avoir une prise en charge particulière, je vais y revenir juste après. Le pouls est anormal, on a une asymétrie, index cheville-bras supérieur à 0,9, et là aussi, on va avoir un bilan vasculaire. Tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir différentes façons, différents examens cliniques vasculaires aux alentours de la luxation, mais que dans tous les cas, il va falloir colliger dans le dossier ce que vous avez retrouvé, et ça n'empêchera pas d'avoir un examen vasculaire concomitant. Nous allons y revenir juste après. L'examen neurologique, rechercher l'atteinte initiative poplitée externe avec une anesthésie du premier espace, l'impossibilité de relever les orteils, une hypo ou une paresthésie de la face dorsale du pied aussi. Tout ça aussi est médico-légal, il faut le corriger avant la réduction.
il n'y a aucune place au testing ligamentaire en aigu dans le box d'urgence. Le patient a une luxation de genou. 1, on cherche point vasculaire. 2, on fait du damage control. 3, à distance, on s'intéressera aux problèmes ligamentaires. Je reviens sur l'ordre des priorités. 1, sauver le membre, prise en charge vasculaire. 2, damage control, stabilisation en aigu. Et 3, à distance, la fonction. Et donc, cette fonction, cet examen ligamentaire, ne se fait qu'à distance une fois qu'on a réglé le problème, notamment vasculaire. En premier lieu, l'examen diagnostic positif va être fait sur des radiographies simples. Ça permettra aussi de voir des lésions associées type fracture du fémur, comme vous avez sur la radio à droite. Ces radios sont importantes, même si l'examen clinique est typique, on peut avoir du mal parfois à différencier une fracture très communitive avec une luxation de genou. Donc la première étape, c'est de faire une radio face profil du genou, bien sûr pas en charge. C'est un examen de débrouillage, il faut aller vite, il faut voir ce qui se passe. Ensuite, le bilan vasculaire, il est obligatoire. Obligatoire, sinon c'est carton rouge. On fait une angiographie ou un angio-TDM. L'angiographie sera faite dans un cas d'ischémie aiguë sur la table. L'angio-TDM sera fait dans tous les autres cas, mais il sera fait, quoi qu'il en soit, et quel que soit l'examen vasculaire. L'angiographie, c'est tableau d'ischémique, donc en salle, car on fait la réduction en urgence, et on stabilisera l'os dans le même temps. Pourquoi pas aussi, dans certains cas, il sera associé à un geste vasculaire en urgence. Donc, tableau d'ischémie aiguë, c'est directement au bloc opératoire, angiographie sur table, réduction et discussion avec l'équipe de vasculaire de comment on prend les choses en place si elles doivent être prises, si l'équipe vasculaire doit intervenir. Dans tous les autres cas, on fait un angioscanner après la réduction pour être sûr qu'il n'y ait pas un flap intime au début ou une lésion d'incarcération à distance. On le fera après réduction, même si les pouls, après réduction, si les pouls sont perçus sont normaux ou anormaux. Par contre, s'il y a une absence de pouls, j'y reviens, on fait un tableau d'ischémie et là, on ira directement faire une angiographie. Alors, comment on fait en pratique? Sauver le membre, prise en charge vasculaire, geste vasculaire, ça vous en discuterez avec l'équipe vasculaire, c'est à eux d'organiser ça. Damage control, stabilisation en aigu, il y a réduction, dont on va parler, et ensuite la contention, qui peut être chirurgicale ou non chirurgicale, et enfin, la chirurgie ligamentaire dans un second temps. Ces modalités vasculaires, elles doivent être discutées avec l'équipe vasculaire avant même que le patient rentre en salle. Il faut savoir comment les choses s'organisent et sur quoi on s'oriente. L'angiographie nécessite que vous soyez présent, vous en tant qu'orthopédiste, au bloc opératoire, avec le chirurgien vasculaire, pour pouvoir discuter avec lui du type de chirurgie qui va être réalisé par le chirurgien vasculaire et donc ce que ça aura comme implication pour vous, notamment dans les voies d'abord choisies, notamment dans le type d'immobilisation ou de stabilisation choisie. Un pontage ou une chirurgie endovasculaire va nécessiter un genou qui soit stabilisé et donc probablement un fixateur externe en aigu avant d'aller plus loin pour la chirurgie ligamentaire. Geste vasculaire. Et donc, pour ce qui est de la stabilisation en aigu, on a deux possibilités. Une immobilisation paratelle ou un fixateur externe. La réduction, tout d'abord, elle se fait en urgence au bloc opératoire, soit anesthésie générale. Ce n'est pas vraiment très compliqué à faire. Il faut y avoir une légère traction dans l'axe et le genou se réduit tout seul. Il faut vérifier la stabilité de la réduction. Et là, on peut faire un testing qui sera à minima, plus ou moins avec de la scopie, pour essayer de repérer les différentes structures ligamentaires qui ont été lésées lors du traumatisme. On fera un abord chirurgical pour réduire, dans des cas extrêmement rares, qui sont un genou irréductible, avec souvent une incarcération ligamentaire, c'est le schéma que vous avez ici avec la partie interne, le LLI qui est avulsé au fémur et qui vient à l'intérieur de l'articulation, une avulsion méniscale, qui peut venir comme une os de seau réduire, ou une fracture associée, ce qui va compliquer encore plus du coup la prise en charge. L'abord chirurgical doit être à minima. Si on peut, juste avec une mini-voie d'abord ici, en regard de ces ligaments latéral interne qui était invaginé à l'intérieur, le ressortir avec une pince à lèche-tête ou avec un crochet d'arthroscopie pour faire la réduction. Il faut que ce soit le plus petit possible pour pouvoir ne pas léser les voies d'abord futures qui pourront être réalisées autour de ce genou pour les reconstructions multiligamentaires. Et il faut savoir utiliser un fixateur externe dans ces cas si, après désincarcération, le genou est très, très instable. Donc là, de ce qu'on parle, c'est un genou qui est irréductible, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à réduire la luxation. Et donc là, il faut faire une voie d'abord pour aller le réduire, qu'il soit à minima au niveau des structures ligamentaires, pour aller les sortir
du genou. Ce qui est différent des indications du fixateur externe fémorotibiaux. Ces fixateurs externes vont être utilisés dans les lésions cutanées, dans le cadre des lésions vasculaires, dans la luxation incoercible et dans le cadre des polytraumatismes. Si possible, il faut IRM compatible. Nous, en tout cas, au bloc, on les a tous IRM compatibles maintenant. 10 cm dessus en dessous de l'interligne afin de pouvoir permettre des voies d'abord comme on le souhaite. Il faut des fiches de gros diamètre, il faut quelque chose de solide pour stabiliser le genou. Attention, bien sûr, au risque d'infection et de raideur. Dans certains cas, on peut être amené à proposer des traitements définitifs de 6 à 8 semaines de fixateurs externes, mais c'est en général des résultats qui sont médiocres pour la littérature. Donc, pour y revenir, on réduit au bloc opératoire en urgence, on fait un testing à minima. Si c'est impossible à réduire, on fait un abord chirurgical à minima en regard des structures ligamentaires. Si ces structures ligamentaires, une fois qu'on les a désincarcérées et que le genou est très instable, on stabilise par fixateur externe. Sinon, on peut aussi stabiliser par une attelle. Et le fixateur externe est utilisable dans les lésions cutanées, les lésions vasculaires, les luxations incoercibles, les polytraumatismes en traitement d'attente. Et si vous devez le faire, prenez-en un compatible avec l'IRM, 10 cm dessus en dessous de l'interligne, avec des fiches de gros diamètre. Sinon, attelle en extension ou un plâtre curopédieux peut être largement suffisant en traitement d'attente avant d'aller discuter des chirurgies multiligamentaires. Ces prises en charge, elles ont clairement été bien définies par Christophe Fullet et Jean-François Potel dans le livre d'arthroscopie. Je vous engage à regarder ce chapitre qui est excessivement bien fait. Il y a des règles qui sont très simples, très claires. Il faut les appliquer. Là, on parle du pronostic vital du patient, en tout cas du pronostic du membre. Donc, ce sont des notions que vous devez connaître. Vous devez ne jamais oublier la lésion vasculaire, toujours y penser et toujours la rechercher. Et ensuite, connaître les indications de réduction à ciel ouvert et connaître les indications de fixateur externe. S'il n'y a pas de lésion vasculaire, s'il n'y a pas d'ouverture et s'il n'y a pas de luxation, on peut prendre un peu de temps pour mieux analyser les choses et discuter de la stratégie chirurgicale qui sera complexe à coup sûr dans la prise en charge de ces traumatismes graves. Quels sont les éléments diagnostiques que nous allons mettre en place? Première étape, on en vient donc au troisième point qui est la reconstruction avec les chirurgies ligamentaires, ou plutôt j'aurais dû mettre multiligamentaires. Prise en charge diagnostique. On va rechercher, pardon, je vous enlève le son, on va y revenir. On va rechercher, une fois l'orage passé ou alors sous anesthésie générale, un examen complet de chaque structure pour identifier la zone lésée. Ici, par exemple, vous allez avoir une ouverture en valgus sur le genou gauche. Là, le genou droit ne montre aucun problème particulier. Et à gauche, on a un bâillement complet, en extension complète ou en flexion à 30 degrés. Ici, vous allez avoir un tiroir postérieur massif à l'examen clinique. Donc, la première étape, c'est d'identifier la zone lésée. Et ça paraît idiot de le dire comme ça, mais c'est parfois pas si facile que ça d'identifier quelle est la zone lésée dans les cas multiligamentaires, savoir si le tiroir il est plutôt antérieur ou postérieur, ou si c'est plutôt en interne ou en externe que ça baille. Une fois qu'on a identifié, il faut qu'on quantifie de combien est l'atteinte. Et pour cela, on utilise l'échelle de Hama modifiée par Houston en 3 grades. Grade 1, c'est 0 à 5 mm de bâillement par rapport au côté contralatéral. Grade 2, 6 à 10 mm avec arrêt dur. Grade 3, c'est plus de 10 mm. Et donc, on vient de voir d'identifier la zone touchée. Et avec cette classification, on va pouvoir donner la sévérité de l'atteinte et, entre guillemets, l'indication chirurgicale. Une lésion grade 3 va nécessiter une stabilisation chirurgicale de la zone lésée précédemment identifiée. En termes d'examen paraclinique, il faudra faire une radio face profil du genou, des radios en stress, des IRM pour le bilan préthérapeutique et pour la stratégie chirurgicale. Sur une radiographie face profil, on va voir le diagnostic initial, comme je vous ai dit tout à l'heure au cours de la luxation, mais quand vous les avez à distance, n'oubliez pas que 20 à 50% de luxations sont passées inaperçues. Sur une radiographie de face ou de profil, on peut avoir plusieurs signes. On peut avoir des arrachements osseux type arcuate sign, que vous avez ici, témoignant d'une lésion postérolatéral, quelquefois des fractures de second. Les radios en stress sont particulièrement utiles avec un tiroir postérieur majeur ici par rapport au côté contralatéral. Elles sont bien sûr toujours bilatérales et comparatives, où ici vous voyez une radio avec un stress latéral qui permet de mettre en évidence
une ouverture latérale majeure. Ces radios en stress, elles vont en complément de l'examen clinique. Elles permettent, dans certains cas, d'identifier la zone lésée là aussi et de lever le doute qui pourrait exister, savoir si le problème est interne ou externe. Il permet de mesurer la compétence de la structure, et elles vont donc en complément des examens cliniques, elles vont porter l'indication. Elles vont nous dire, là, il faut aller faire une reconstruction chirurgicale du plan interne. Porter l'indication. L'IRM, lui, se fait à froid une fois l'orage passé. Alors, il y a très peu de données sur les durées exactes au bout de quel moment il faut le faire. Ça permet le bilan ligamentaire et méniscal complet, mais aussi les lésions associées comme les lésions chondrales ou les lésions du ligament patellaire qui peuvent survenir jusqu'à 20% des cas. Et donc, cette IRM, elle va nous donner la stratégie chirurgicale. Elle va nous dire quelles structures sont lésées et donc nous allons pouvoir décider comment les remplacer. Ces lésions du ligament patellaire ici sont vraiment fréquentes à rechercher sur les coupes sagittales. Sur les coupes sagittales, on va chercher des lésions du ligament croisé postérieur, du ligament croisé postérieur ici, du ligament croisé antérieur là, du tendon patellaire, du tendon quadricipital et des ménisques en postérieur. Sur les coupes coronales, on va aller rechercher le LLI, ici, ou là, ici, le LLI, le fascia lata, que vous avez ici, qui peut être lésé, le tendon du biceps, qu'on va avoir très postérieur, mais qu'on aura aussi sur les coupes axiales, sur les coupes coronales, pardon. Le ligament latéral externe que vous avez sur cette coupe ici, c'est très rare de l'avoir sur une coupe en entier, c'est sur les deux coupes adjacentes qu'on va voir la continuité. Là, ici même, on a 3 coupes d'IRM pour y arriver. Le tendon du muscle poplité, qui est un stabilisateur rotatoire, très important à aller rechercher. Les coupes axiales vont permettre de donner, là aussi, l'atteinte du plan médial avec des atteintes stabilisateurs de la rotule, ainsi que le tendon du poplité en postérolatéral. Ici, vous voyez, le ménisque est ici et le hiatus poplité. On peut avoir des hypersignes dans ces zones-là, témoignant de traumatisme rotatoire. L'IRM, il va donc nous donner la stratégie. Que faut-il remplacer? Les radiodynamiques, l'indication, il faut aller faire une chirurgie, et l'IRM va nous permettre de décider la stratégie chirurgicale, qui faut-il remplacer, et donc, en fonction du nombre de choses à remplacer, comment on s'y prend chirurgicalement avec les types de greffes notamment. Quelles sont les modalités? La première étape que vous devez garder en tête, c'est la stratégie. Il faut faire ce genre de chirurgie dans un centre expérimenté après 5 à 21 jours en distance du traumatisme. Ne pas y aller trop tôt, ne pas y aller trop tard. Trop tôt s'expose au risque de fuite du liquide vasculaire. Trop tard, risque de compliquer les voies d'abord. Donc 5 à 21 jours est la bonne fenêtre de tir. Quelles sont les options que nous disposons? On peut soit réinsérer, soit renforcer, soit remplacer. Réinsérer consiste à réinsérer sur le fémur ou sur le tibia une zone ligamentaire qui est avulsée à son origine. C'est-à-dire que pour faire simple, tout le corps ligamentaire est de bonne qualité, simplement son insertion s'est déchirée, un décollement périosté, et on peut la réinsérer comme ceci. Tous les moyens techniques existent pour réaliser cela, des sutures directes, vis, encre, et c'est notamment vrai tout ça pour le plan médial. Gardez bien en tête que s'il y a une perte de substance, cette modalité n'est plus réalisable. On ne peut réinsérer que des choses qui sont réinsérables. Si on a un doute, il faudra forcément remplacer la structure. La deuxième option, c'est donc de remplacer. Remplacer, c'est les plasties ligamentaires. Ça, vous en avez tous vu, c'est assez couramment utilisé pour le ligament croisé antérieur, mais il existe des plasties ligamentaires pour l'ensemble des structures. Le plan médial peut être réinséré de cette manière-là avec un gracile ou un demi-tendineux qui est laissé pédiculé. On fait une greffe en Y pour faire le ligament collatéral médial ainsi que le POL et donc stabiliser le genou. Le plan externe peut être stabilisé par une plastie versaillaise qui va permettre de refaire le ligament, le tendon popliteo-fibulaire ainsi que le tendon du muscle poplité. Et enfin, le ligament croisé postérieur. On le fait plus généralement dans les cas chroniques. On le fait dans les cas où il y a une impossibilité à réinsérer. Ça peut être fait en complément d'une réinsertion, on y revient tout à l'heure, et c'est surtout vrai pour le LCA et pour le LCP. Renforcer, c'est donc l'addition d'une réparation et d'une reconstruction. C'est notamment vrai pour le plan externe,
où vous avez souvent ces structures qui sont déchiquetées. Donc, on va être amené à les suturer, mais aussi à y rajouter, par exemple, ici, une plastie de Larsson du ligament latéral externe, en plus d'une réinsertion dont on pourrait douter de la qualité. Les voies d'abord. Savoir aborder un genou dans ces lésions multiligamentaires. Tout ne peut pas se traiter forcément par arthroscopie, et même parfois l'arthroscopie est fortement déconseillée en cas de fuite de liquide et de risque de syndrome de Loge. Les structures internes peuvent être abordées par une voie parapatellaire interne qui permettra aussi d'avoir accès au pivot central dans certains cas où l'arthroscopie est contre-indiquée. Par exemple, après pontage vasculaire où on ne peut plus utiliser de garrot, il faut faire des chirurgies à ciel ouvert. Ce n'est pas si facile que ça. On fait une voie interne. En décollement sous périostée, on peut arriver jusqu'au plan interne. Et ici, vous voyez une avulsion complète du tout le plan interne qui pourrait être ou réinséré ou reconstruit par cette voie d'abord. Il faut faire au moins les voies d'abord cutanées avant de faire l'arthroscopie, parce qu'une fois que le genou a beaucoup gonflé, on a du mal parfois à retrouver les reliefs. C'est surtout vrai en externe, mais je vous en parle aussi pour les voies internes. Décollement sous-facial qui permet d'aborder toute la partie interne du genou, ainsi qu'aller prélever les tendons ischio-jambiers qui sont à la partie inférieure. Ce n'est pas une honte de faire une chirurgie à ciel ouvert pour des luxations de genoux. Les voies latérales sont un peu plus redoutées en général. Il suffit d'avoir un peu d'entraînement pour que ça soit plus intuitif. Les repères cutanés, c'est le tubercule de Gerdy. Pardon. Excusez-moi. Tubercule de Gerdy ici, l'épicondyle latéral et la tête de la fibula. Votre voie d'abord devra s'insérer comme ceci et descendre en étant incurvé entre ces deux structures qui permettront d'aller sur la tête du péroné pour le plan externe, au tubercule de Gerdy pour insérer le poplité et à l'épicondyle pour insérer les deux structures. On va dans un premier temps repérer le nerf fibulaire. Une des astuces, c'est d'aller le chercher le plus proximal possible. Vous repérez le biceps, vous incisez son tendon. Il est en général dessous, postérieur de celui-ci. Donc, dans la voie d'abord, il apparaît dessous. Plus on est proximal, plus c'est facile. Une fois que vous l'avez repéré ici, vous pouvez descendre jusqu'en bas pour le neuraliser jusqu'au col du péroné, notamment dans les cas de lésions neurologiques associées. Une fois que vous avez fait ce repérage, il faut faire deux fenêtres. Une fenêtre à l'intérieur du fascia lata pour repérer l'épicondyle latéral et le ligament collatéral et poplité, et une fenêtre entre le fascia lata et le biceps fémoral pour avoir accès à la partie postérieure du plateau tibial. Donc là, par la première fenêtre, à l'intérieur du fascia lata, vous avez accès au tendon du poplité ainsi qu'au ligament collatéral latéral. Et par la fenêtre plus postérieure, dessous ici, vous allez avoir accès à la partie postérieure du plateau tibial ainsi qu'à la tête du péroné avec tous les tunnels osseux que vous pourrez faire et faire vos reconstructions. Je vous renvoie à la conférence d'enseignement que j'avais fait sur les lésions du plan externe. La particularité autour du genou, c'est la vascularisation. Elle est pauvre en latéral et riche en médial. En conséquence, on préfère essayer de faire des incisions le plus médial possible. C'est vrai surtout dans le cadre des arthroplasties, mais c'est aussi vrai dans le cadre des chirurgies multiligamentaires où parfois ces patients les opèrent souvent. Le décollement doit être sous-facial et non sous-cutané. Et il ne faut surtout pas multiplier les voies d'abord. Il faut reprendre celles qui sont existantes, les augmenter pour pouvoir s'exposer mieux si nécessaire. Il faut au minimum 4 travers de doigts entre deux incisions au niveau du genou. Que dit la littérature sur ces reconstructions multiligamentaires? Et attention aux conclusions qu'on va pouvoir en tirer, qui sont à mettre en balance avec le faible niveau de preuve des différentes études. Il y a beaucoup de biais-analyse, il y a peu d'études. C'est très difficile de comparer entre les différentes séries et ces traumatismes-là sont très différents de l'un à l'autre avec une variabilité qui est assez importante, ce qui, à mon avis, rend difficile les comparaisons et l'assénement de vérité absolue sur ce type de pathologie. Il faut savoir prendre du recul et être pragmatique dans la situation qu'on analyse. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Est-ce que le traitement est chirurgical ou orthopédique? Est-ce qu'il faut réparer ou reconstruire? Est-ce qu'il faut faire ça en aigu ou en chronique? Est-ce qu'il faut faire ça en arthroscopie ou en arthrotomie? Et quelle est la séquence chirurgicale? Les différentes études sur le sujet ont été colligées dans cette revue de la littérature
qui permet de comparer 850 patients à 850 patients opérés à 61 patients en traitement orthopédique, avec des critères de jugement habituels, la fonction et l'instabilité et les mobilités articulaires. Il y a clairement une supériorité du traitement chirurgical, que ce soit pour la plupart des items, notamment les scores fonctionnels, mais aussi la reprise du sport et la reprise d'activité professionnelle. Faut-il réparer ou reconstruire? C'est aussi un vaste débat. Tout va dépendre du délai auquel on appartient, auquel on intervient et surtout de l'analyse qu'on en fait. Il est évident que vouloir réparer des structures qui ne sont pas réparables n'a aucun sens. Donc, cette discussion de savoir faut-il réparer ou reconstruire va surtout dépendre de ce que vous allez retrouver quand vous allez aborder le genou en question. Il semble que la réparation est des meilleurs résultats, mais il faut garder un peu de bon sens, il faut savoir remplacer si on a un doute dans notre reconstruction, et si le doute est très rapide, il faut savoir reconstruire très vite. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, le délai, le morphotype, la qualité des tissus, l'âge du patient, ses comorbidités. Donc, il est difficile de conclure de manière hâtive sur réparer ou reconstruire. Gardez à l'esprit que si vous avez un doute, il faut reconstruire. En aigu ou en chronique, alors on définit aigu comme inférieur à 21 jours. Il y a quelques articles sur le sujet, 80 patients en aigu versus 50 patients en chronique, où on voit qu'il est difficile de conclure dans le métanisme que j'ai cité tout à l'heure. Ce qui semble être un consensus, c'est une chirurgie en aigu, afin de pouvoir avoir une mobilisation rapide. C'est ce qui semblerait être plutôt le game changer dans la prise en charge de ces pathologies, c'est-à-dire à quel moment on peut leur permettre d'avoir une mobilisation rapide pour retrouver des mobilités articulaires et éviter les raideurs qui sont très fréquentes après ces pathologies de luxation de genou. Arthroscopie ou arthrotomie, on en a déjà discuté. Il n'y a pas d'étude randomisée comparative entre les deux techniques. Nous, on essaie de plus en plus de faire sous arthroscopie, mais ce n'est pas une honte de faire par arthrotomie. C'est des choses qui sont plutôt à l'étude pour le moment. Il semble qu'il reste quand même des indications absolues d'arthrotomie qui sont la luxation ouverte ou la fracture luxation, ainsi que les avulsions osseuses, qui seront traitées, elles, pour le coup, de manière aiguë, comme une fracture, en fait. Ce qui va changer la donne ici, c'est le côté fracture. L'arthrotomie n'est absolument pas une honte. Ce sont des chirurgies qui sont difficiles sur la luxation de genou. Si vous avez la chance d'être dans un centre avec plusieurs chirurgiens, ça peut être bien d'avoir les choses, de faire les choses à plusieurs pour mieux prendre en charge vos patients. La séquence, alors ça, la séquence, c'est peut-être une des seules choses où lequel tout le monde est d'accord. C'est qu'on fait d'abord le ligament croisé postérieur, puis le ligament croisé antérieur, puis le plan interne, puis le plan externe, pardon. Et si le plan interne est aussi touché, on le fera en dernier. C'est la seule chose pour laquelle on peut se laisser une chance que ça guérisse, c'est-à-dire un plan médial, tout sauf le grade 3. Ici, vous avez un exemple récent d'une chirurgie que nous avons réalisée avec une lésion du ligament croisé antérieur, ligament croisé postérieur. On a fait en premier le croisé postérieur avec une allogreffe, ici, et ensuite le ligament croisé antérieur avec un demi-tendineux qu'on a laissé pelliculer. Et ensuite, on s'est attaché au plan périphérique. Vous avez ici la radio post-opératoire de cette lésion bicroisée. Il existe un cas particulier qui sont la prise en charge des patients obèses. Il semblerait qu'il y en ait de plus en plus de cas. Ce sont des traumatismes à très basse énergie et du fait du poids, on a une luxation du genou. Les repères anatomiques sont trompeurs et parfois ils peuvent passer inaperçus. Les complications vasculo-nerveuses sont beaucoup plus fréquentes, 27% des lésions artérielles, 44% des lésions nerveuses. C'est des chirurgies difficiles et les articles qu'on a trouvés sur le sujet ont tendance à montrer qu'un traitement orthopédique apporte de meilleurs résultats qu'un traitement chirurgical qui va être grévé de complications de cette pathologie à fort risque, dans cette population à fort risque de complications. Donc, à vous de voir le délai. Si tu peux faire vite, fais, mais pas moins de 5 jours. Si on a un doute sur une réparation, on remplace. Tout ça pour faire bouger tout de suite. Alors, il faut faire vite et bien. Nous, on a la chance d'avoir accès à des allogreffes, et ça, c'est la clé. Et les arthrotomies sont nécessaires dans la prise en charge de ces patients et ont une place tout à fait importante. Je vous remercie. Bien. Merci Étienne pour cette très belle conférence. Même la forme était jolie. Ce bleu avec ce blanc, j'ai bien aimé. Tu es toujours là?
Oui, je suis là. Bon. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de questions, mais tous en ont beaucoup. J'ai une première question. Je suis dans un hôpital périphérique de Garde. Je vois une luxation de genou évidente avec une lésion vasculaire avec ischémie, mais je n'ai pas de chirurgien vasculaire dans l'hôpital où je suis. Qu'est-ce que je fais? SAMU et transfert chez le chirurgien vasculaire le plus proche. Et coup de téléphone pour que quelqu'un le reçoive? Oui. Et tout organisé, puisqu'il faudra aller assez vite. Entre le moment où il est arrivé à l'hôpital, le moment où je l'ai vu, le moment où je l'envoie, il va se passer 4 ou 5 heures au moins. Je crois que le SAMU, je crois que la clé, c'est que le chirurgien appelle lui-même le SAMU et c'est lui qui va coordonner tout le reste. Ce délai de 6 heures d'ischémie, il reste vrai, ça devient moins bien après 6 Alors ça, heures. c'est vrai on en parle tout le temps et moi, je me rappelle avoir cherché dans la littérature d'où ça venait et j'ai jamais réussi à trouver de notion évidente. Je sais que par exemple, pour les cols du fémur, on a été aussi sur cette notion de 6 heures qui a été modifiée à 12 heures, je crois, ou avant de revenir à 6 heures. En fait, je ne sais pas trop d'où vient cette notion des 6 heures. C'est ce qui est universellement accepté par tout le monde, mais moi, en ayant cherché dans la littérature, j'ai eu du mal à trouver la réponse à ça. D'accord. Moi, je n'ai pas beaucoup d'autres questions. Ce qui m'a étonné, c'est les lésions des tendons rotuliens, voire de l'aileron, parce que j'avais appris tout simplement que tous les ligaments pouvaient être touchés, sauf le tendon rotulien. Et toi, tu as dit rapidement, mais c'est assez fréquent que le tendon rotulien soit atteint. Alors, c'est toute la nuance et toute la problématique qu'on a parfois avec le fait qu'on a trop d'informations à l'IRM. C'est-à-dire qu'à l'IRM, on va avoir des hypersignaux dans les tendons rotuliens qui sont pas toujours avec une signification clinique importante. Des luxations de genoux dans lesquelles on va faire un geste chirurgical sur le tendon rotulien, c'est vraiment très peu fréquent. On en voit, moi j'ai souvenir je crois que j'ai souvenir un ou deux cas, mais pas plus que ça. Mais par contre, à l'IRM, avec ces traumatismes, notamment quand on a un traumatisme en translation, le ligament rotulien va être étiré, donc va être en hypersignal à l'IRM. Et donc, ces études cliniques, qui sont des études d'observation d'IRM, vous disent qu'il y a une lésion du ligament patellaire associé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un hypersignal à l'IRM dont on n'a pas encore l'idée de l'impact clinique qu'il aura. Il y a rarement quelque chose à faire. Et pour l'aileron, ça fait partie du traitement. Tu nous as montré des ailerons déchirés. Alors moi, je les ai jamais reconstruits en aigu. Enfin, j'ai déjà fait des sutures en aigu, mais jamais fait de reconstruction en aigu. C'est tellement, la gestion de la greffe est tellement compliquée, c'est-à-dire il faut arriver à avoir le bon nombre de greffes pour les ligaments, c'est pas la priorité, l'aileron rotulien. On laisse tomber la rotule. Très bien. Et enfin, tu nous dis que l'obèse, il faudrait le traiter orthopédiquement, mais quel type d'obèse? Supérieur à 30, supérieur à 40? Parce que des supérieurs à 30 Dans l'étude qui sportifs, a, il y en a beaucoup. effectivement, alors j'ai pas vu, j'aurais dû le rajouter, dans l'étude que je vous ai montrée, c'est supérieur à 40, Oui, c'est leur l'obésité cutoff. morbide. Oui. D'accord. Allez, qui a des questions à poser? Je vous rappelle, pour poser une question, il suffit d'ouvrir votre micro et de Je poser crois une que question. Timothée a levé la main. Allez, Timothée, on t'écoute. Tu es là, Timothée? Tu as ouvert ton micro? Je ne le vois pas. Sinon, moi, j'ai une question. Ouais, je Allez, t'écoute, vas-y, Arnaud. Arnaud. Ma question, c'est quand le patient il arrive luxé, et donc il est encore luxé, et on voit qu'il a une ischémie aiguë. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas, parce que dans le diagramme, c'est sauver le membre en premier, mais est-ce qu'il ne faut pas le réduire avant que les vasculaires fassent un geste de type pontage, par exemple? Si, mais il faut tout faire en même temps, en fait. Le message, c'est le message dans cette slide qui était peut-être pas clair. Alors, c'est pas parce qu'il y a un problème vasculaire qu'il faut vous en désengager, en fait. Il a un problème vasculaire, il faut que l'interorthopédie aille au bloc avec le chirurgien vasculaire. C'est-à-dire que nous, quand ça nous arrive ici, il faut que ce soit le chirurgien vasculaire qui vienne ici. On endort le patient, on est le trauma center, on réduit au bloc, il fait son angiographie et on discute ensemble de comment on fait les voies d'abord et comment on fait la fixation. Ok. C'était ça mon message. D'accord, Une ok. question? Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Allez. Est-ce que, toujours dans cette dynamique de tout prendre en charge en même temps, est-ce qu'il y a une indication à fendre les loges de façon systématique s'il y a un geste vasculaire, nous, par exemple, on pose un fixateur ou autre, est-ce qu'il faut fendre les loges ou non? Alors moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Pour la problématique du genou, j'allais dire la problématique ligamentaire, je ne pense pas qu'il y ait d'indication. Et je ne sais pas quelles sont les indications d'aponeurotomie d'emblée pour la chirurgie vasculaire. Moi, j'avais gardé en tête, mais de vieux souvenirs, que c'était pour les ischémies de plus de 6 heures, justement. Mais peut-être que j'ai mal compris.
Je pense qu'il doit y avoir une part d'examen clinique péropératoire, pourquoi pas de mesure d'éloge. Et je ne sais, il faudrait demander à un chirurgien vasculaire quelles sont les indications de la poneurotomie d'emblée. D'accord. J'ai eu des cas de chirurgiens vasculaires qui, sur des luxations de genoux, ont fait d'emblée, sans me le demander, une fibulectomie pour soi-disant décomprimer les loges. Et ça, franchement, il ne faut pas le permettre parce que les suites sont mauvaises. Il faut que vous soyez, il faut être au bloc dans ces chirurgies-là. Au moins au début, que vous teniez l'écarteur du chirurgien vasculaire pendant tout le pontage, ce n'est pas nécessaire. Mais la réduction, il faut que ce soit vous qui la fassiez, le diagnostic et la discussion avec le chirurgien vasculaire. Parce qu'une fois qu'il vous aura fait une voie d'abord vasculaire médiale, très très médiale, eh bien, on sera bien coincé pour faire le reste. Et inversement, si vous avez mis un fixateur dans sa voie d'abord, il sera très gêné. Exactement. Une autre question? Ouais, moi j'ai une question du coup. Oui. Tu pourrais expliquer le Harpel sign, s'il te plaît, Étienne? Pardon? Donc, tu as l'arsène qui nous a gênés là. On n'a rien entendu, Timothée. Enfin, moi, j'ai rien entendu en tout cas. Peux-tu réexpliquer le Harpel sign à côté de la lésion de second? Ah, l'arcuate sign. Ok. Arcuate sign, c'est un arrachement osseux sur la partie latérale et postérolatérale du plateau tibial qui peut soit venir de la tête de la fibula, soit du plateau tibial en fonction des variations d'anatomie et qui témoigne des lésions postérolatérales et notamment des lésions rotatoires. Et c'est des lésions qu'on peut voir à la radiographie standard, qui sont équivalentes de second, mais plutôt postérolatérales qu'antérolatérales et qui témoignent d'une instabilité, d'un problème rotatoire et qui vont être des arguments forts pour aller faire pour être agressif dans la prise en charge de ces lésions latérales et postérolatérales. D'autres questions? Allez-y, parce qu'après, vous verrez, vous allez vous retrouver avec une luxation du genou. Posez des questions si vous avez des doutes. J'ai une question. Oui. On t'écoute. Alors, concernant pour stabiliser la rotule, le genou, en fait, le fait de faire une olécranisation de la rotule, est-ce qu'on a le droit de la faire en urgence? Alors, je ne crois pas qu'on ait des indications d'olécranisation de la rotule en urgence. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire de transformer la rotule en la mettant fixe, en la fixant au plateau tibial, afin d'empêcher la translation postérieure. Pardon? Par des broches. Par des broches, afin d'empêcher la translation postérieure. C'est des méthodes pour faire cicatriser le LCP et parfois le LCA aussi avec. Tout en rééduquant rapidement. C'est-à-dire ça permet dans une sorte de traitement orthopédique de mobiliser le genou. Exactement. Moi, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais vu de patient qui a eu ce traitement-là. Et je crois que les fixateurs externes sont plutôt adaptés dans les cas extrêmement urgents. Et je me dirigerai assez vite, moi, vers des reconstructions chirurgicales, des reconstructions ligamentaires. Quelle est la place de l'olécranisation de la rotule? Même dans les papiers, personne n'en parle. Donc, je ne peux pas répondre plus que ça. Moi, j'en ai vu et fait. C'est une amélioration du traitement orthopédique. C'est les indications de traitement orthopédique, mais ça permet de les immobiliser moins longtemps et de quand même faire une certaine mobilisation. Et ensuite, on enlève les broches et on désolécranise. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il faut y réfléchir. Il faut savoir que ça existe. Par exemple, chez ces obèses dont tu dis qu'il ne faut pas les opérer, peut-être qu'une olécranisation de la rotule ne leur ferait pas de mal. D'autres questions? Oui, bonjour, j'aurais une question moi aussi, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Donc, ce serait pour savoir en fait les indications, disons, du fixateur. Par exemple, je m'explique, on a un bicroisé au bloc qu'on réduit et qui n'est pas forcément, disons, instable ou tout du moins qui ne s'ouvre pas de façon excessive. En fait, plutôt, je vais reformuler, quelles seraient les indications d'une attelle de Zimmer dans le cadre d'une luxation de genou? Tous les cas qui n'ont pas besoin de fixateur externe. Ouais, merci. Voilà. Donc, c'est ouvert. Si la lésion est ouverte, si il y a une lésion vasculaire qui nécessite un pontage, si c'est incoercible, si c'est un polytraumatisé, il faudra mettre un fixateur externe. Dans tous les autres cas, il ne faut pas. Il faut essayer d'en mettre le moins possible, parce que ça, c'est des infectieuses importantes. Ok, merci. J'ai une autre question, s'il vous plaît.
Oui. En cas de lésion vasculaire, quand est-ce qu'on pourra revenir pour traiter les lésions croisées, les ligaments croisés? Alors ça, c'est la discussion avec le chirurgien vasculaire et ça va dépendre du type de geste. Si c'est un geste endovasculaire, ça peut être assez rapide. Si c'est des pontages, ils ont des délais à respecter, surtout les délais liés au traitement anticoagulant fort. Et surtout, le problème avec le pontage, c'est que ça contre-indique le garrot pendant un certain temps. Donc, ça va être des chirurgies à ciel ouvert. C'est plus la même intervention là. Une luxation de genou tout à ciel ouvert, c'est pas si facile que l'on coup. On a souvent tendance à croire que, par exemple, le ligament croisé postérieur, c'est plus facile à faire à ciel ouvert qu'en arthroscopie. C'est bien plus facile à faire en arthroscopie qu'à ciel ouvert, hein, parce que pour les se repérer derrière le tibia, c'est assez compliqué parfois. Je voudrais faire une petite remarque sur le fixateur externe. Attention, si vous mettez un fixateur externe, à ne pas mettre de broche en regard du condyle latéral. Tout d'abord parce que ça gênera la future chirurgie et surtout, vous avez un cul-de-sac synovial à ce niveau qui est le cul-de-sac de Poirier et s'il y a une infection sur la broche, vous aurez une arthrite. Donc, il faut se mettre sur le fémur en métaphysaire ou diaphysaire et sur le tibia, mais attention au condyle. C'est une remarque importante. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si on Allez. m'entend. Si on t'entend très bien, Maxime. Juste, on parlait de Zimmer juste avant. En cas de, si on ne doit pas mettre un fixateur externe, Zimmer, ça suffit. Je pensais plutôt qu'il fallait mettre un cruropédieux, quelque chose de peut-être plus rigide. Ça dépend du niveau de stabilité. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument mettre une Zimmer. Il faut s'adapter à la situation, en fait. C'est-à-dire que si tu as une pentade externe, ça va être très, très instable. Donc, il faut mettre un cruropédieux. Si tu as un bicroisé, une fois qu'il est réduit, il est relativement stable, hein. Donc, une Zimmer est tout à fait satisfaisante. Et est-ce qu'il y a une je ne suis pas en train de... C'est pas dogmatique. Il faut savoir s'adapter à la situation. D'accord. Et est-ce qu'il y a une position particulière ou est-ce que c'est vraiment de l'extension pure? Il vaut mieux les allonger, ouais, extension complète. D'accord. Et du coup, on contrôle quand même avec une radio systématiquement que le genou soit bien réduit et qu'il n'y ait pas de... Ah oui, oui, radio avant, radio après, fait comme une luxation d'épaule, c'est médico-légal. Tu fais une radio avant pour dire la pathologie qu'il avait, tu fais une radio après pour dire que tu l'as traité. Ok, ça marche. Dis-moi, quand on a une luxation de ce type, il y a une désinsertion de la capsule. Ça se réinsère après dans la reconstruction ou on laisse tomber la capsule? Ah si, alors moi je suis d'avis d'essayer de refaire le plus de feuillets possible et de refermer pas à pas ce qu'on a ouvert. Le problème, c'est le délai. C'est-à-dire que des fois, quand on y va tard ou quand on y va en chronique, on ne peut plus rien réinsérer du tout. Si on peut, on réinsère tout. Enfin, je veux dire, est-ce que dans les 3 modalités dont je vous ai parlé, qui sont réinsérer, remplacer et renforcer, moi, ce que j'utilise le plus, c'est renforcer, en fait. C'est-à-dire on répare la structure et on va y ajouter une greffe par-dessus pour la maintenir encore plus. Surtout que, comme tu l'as dit, tu es limité en nombre de ligaments en autogreffe possible. Exactement. D'autres questions? J'ai l'impression qu'ils ont posé toutes leurs questions. Étienne, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, rien de particulier. Bon. Étienne nous a conseillé au début de revoir cette communication à froid. Donc, on va l'enregistrer, vous pourrez le faire sans problème. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, bien que ce soit le lundi de Pâques, la conférence de Nicolas Bonnevial aura lieu sur l'instabilité antérieure de l'épaule. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, au revoir, bonne soirée.